Coucou! Bienvenue sur les trucs de grande. Ici, on discute de tous ces sujets qui façonnent nos vies, nous font douter, nous font vibrer ou nous questionnent. C'est nous, c'est ce qu'on vit. Et on n'est sûrement pas les seuls à vivre ça. Que ce soit au sujet du corps, du cœur, de l'esprit ou du monde autour. Et on se dit que si nous, ça nous fait du bien d'en parler, certainement que vous, ça pourrait vous faire du bien de l'entendre. C'est ok. Mais de quoi on parle aujourd'hui alors ? Octobre, c'est le mois de prévention du cancer du sein. On dit octobre rose, même si un cancer, ça n'a vraiment rien de rose. Ça nous tenait à cœur d'en parler, car ce cancer touche une femme sur 8, une grande sur 8. En 2020, Nicole Berthaud est au pic de sa forme. Elle est guide de montagne, elle a les rochers valaisans pour terrain de jeu. Un soir, sous la douche, elle remarque une petite boule sous son aisselle. Alors, lors de son prochain contrôle, elle demande à sa gynéco de vérifier ce que c'est. Cette dernière confirme qu'il y a quelque chose, et là, c'est tout un engrenage qui s'enclenche. Comme en montagne, pour surmonter la maladie, on part en cordée avec une équipe, avec ses médecins, avec ses proches. Comme quand elle est face à la montagne, Nicole fait face à la maladie et y voit une possibilité de se rencontrer elle-même. Elle nourrit l'espoir que cette éprouvante traversée n'est pas sur son chemin pour rien, que le soleil finit toujours par se lever. À travers cet épisode, nous avons rencontré une femme vibrante et lumineuse qui raconte son histoire avec tendresse et compassion pour la femme qu'elle est et qui pose sur ce qu'elle a vécu un regard doux et même empreint d'une jolie touche d'humour. Nicole nous confie avoir la sensation de vivre un truc de grande. Et ce truc, plus grand qu'elle, qui s'impose à elle, s'il est évidemment douloureux, lui offre de découvrir de nouvelles perspectives sur la vie. Merci Nicole d'être venue nous parler de cet immense sommet que tu as surmonté. Merci d'être venue nous partager ce truc de grande. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec la première guest de la saison 3 du podcast. Et on a le plaisir aujourd'hui d'inviter Nicole Berthaud sur le podcast. Et pour te découvrir un peu, pour découvrir qui tu es, on te propose 3 petites questions qu'on a appelées 3 petites choses sur toi. Ce sera facile. Pas de souci, t'inquiète pas. La première chose, ce sera quel est ton âge, où est-ce que tu vis et 3 choses que tu fais dans la vie qui t'inspirent sur le moment. Libre à toi de dire ce que tu as envie de nous partager. Alors, donc, je m'appelle Nicole Berthaud, j'ai 36 ans, j'habite dans un petit village qui s'appelle Bramois, qui est juste à côté de Sion, en Valais, en Suisse, au milieu des montagnes. Et 3 choses qui m'inspirent ces temps. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé cet été, et là j'ai un petit peu plus de temps pour moi, donc je profite de grimper parce que j'aime beaucoup ça. Je profite de voir mes amis parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup les voir. Et puis, il y a ma nièce qui est à la maison et donc je profite de la découvrir parce que elle est canadienne et que voilà, c'est un peu les premiers moments qu'on passe ensemble. Donc je dirais que les thématiques, c'est l'extérieur, les amis, la famille. C'est un bon résumé ça. Trop bien. Mais merci Nicole d'être avec nous. Ça me fait trop plaisir que tu sois là parce que pour plein de choses, mais déjà parce qu'on en parle depuis longtemps, parce que on s'est croisés dans des circonstances particulières pour expliquer pourquoi et comment on s'est rencontrés. On a des amis en commun un peu éloignés, donc on se connaissait sans se connaître. Et il y a 3 ans, je sais jamais maintenant, je bug sur les dates, en 2021, moi-même j'ai dû me faire opérer de 2 adénofibromes dans le sein. Et quand j'ai annoncé à notre amie en commun que je devais me faire opérer, le premier truc qu'elle m'a dit c'est « Oh non, toi aussi !» Et je dis « Quoi, toi aussi ?» Et elle me dit « Ah bah Nicole, que tu connais comme ça, on vient de découvrir qu'elle a un cancer du sein. » Et c'est horrible parce que le premier truc que je me suis dit c'est « Waouh, je suis pas toute seule, ça me rassure. » Et puis le deuxième truc que je me suis dit c'est « Mais on est tellement jeunes les deux, c'est horrible. » Ouais, Et puis bon, moi je me suis fait opérer et puis voilà, ça s'est très bien passé. Mais je me souviens que je t'avais juste envoyé un petit message sans te connaître vraiment, en te disant « Je suis avec toi.
pour tes opérations. Et puis la vie a fait qu'on s'est retrouvés 2 ans après au sommet d'une montagne à gérer un camp sport et spiritualité pour les adolescents. Moi, je m'occupais de la partie animation, Nicole de la partie montagne. Un jour, on a fait une sortie en raquette. Et puis là, je suis un peu arrivée sur le sujet en disant, bah, tu sais, ça m'a fait du bien parce qu'on a vécu un truc un petit peu en parallèle et toi, tu m'as donné de la force sans savoir. Et c'est là où je t'ai raconté ce qui m'était arrivé et que toi, tu as commencé à me parler de toi, ton parcours et ce que tu étais en train de faire. Et je me rappelle que je t'avais dit, on est en train de faire un podcast avec les filles et que toi, tu avais un rendez-vous médical l'après-midi. Je sais plus ce que tu devais aller faire, mais tu étais redescendue en voiture et tu m'avais fait une note vocale dans la voiture en me disant, je suis en train d'écouter votre premier épisode et je trouve ça trop cool. Et je m'étais dit, ben, un jour, il faudra que tu viennes sur le podcast. Et là, t'es là. Et t'es là avec toute l'histoire et tout ce parcours qui nous lie et qui, toi, a été hyper intense et loin. Et enfin, voilà, moi, je sais qu'après, on est resté très en contact. Et enfin, merci d'être là parce que je sais ce que ça te coûte. Je sais ce que ça vient chercher chez toi et je trouve que c'est tellement précieux de t'avoir avec nous. Et ouais, vraiment, merci. Ça me touche trop que tu sois là. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, je suis heureuse d'avoir l'occasion d'avoir cette plateforme aussi pour partager ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais. Enfin, ta réaction, elle est belle de dire waouh, je suis pas toute seule. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, des fois, je me balade dans la rue et puis je regarde les femmes qui sont autour de moi et je sais que les statistiques disent qu'il y a une femme sur 8 qui est touchée par le cancer du sein. Et voilà, je peux me trouver dans une foule et me dire, mais laquelle de nous a aussi traversé ça, tu vois, il y a un peu ce questionnement qui est toujours là, ou si je vois quelqu'un qui a les cheveux courts, je me dis, bon, bah, est-ce qu'elle a fini sa chimio et c'est en train de repousser? Enfin, il y a quand même un peu ce spectre de la maladie qui me hante et dans mon quotidien, j'y pense. Mais aussi, enfin, je trouve beau ce que tu dis, je suis pas toute seule, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a portée, c'était d'avoir du monde autour de moi, tu vois, pour traverser ça. J'avais créé un petit groupe WhatsApp avec mes amis. Quand ça allait pas, je mettais des messages, je partageais ce qui se passait, ou je mettais juste un help, tu vois, vraiment quand j'étais à terre et que j'arrivais plus rien à communiquer d'autre, plus rien à faire d'autre, je mettais juste help. Et puis, je sais que c'est vraiment l'énergie des gens, moi, qui m'a portée, et de savoir qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment super fort. Et je suis convaincue que, tu vois, l'amitié, quand on est à terre, elle nous relève. Et l'amitié, c'est vraiment... Enfin, l'amour et l'amitié, c'est ça qui nous porte quand on peut plus avancer, quoi. Ouais, enfin, moi, ça a été une aide inestimable. Waouh. On est déjà bien entré dans le... on est déjà bien entré dans le vif du sujet. Si tu es d'accord, on va essayer de reprendre un tout petit peu avant pour comprendre qui tu es, d'où tu viens, quelle est un peu ta vie. Moi, je suis allée guigner sur ton site internet parce que tu es guide de montagne, donc tu as un site internet. Et j'ai vu que tu as marqué sur ton site « Je vis à présent ma deuxième vie, je la croque à pleines dents ». Et en fait, j'étais juste curieuse de savoir quelle était ta première vie. À quoi ça ressemblait ta première vie? Qu'est-ce que tu faisais? Qui tu étais? Donc, moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis la dernière de cette tribu. J'ai fait mon papier de guide il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, j'ai terminé mon brevet de guide à 25 ans. Et puis, en parallèle de ça, j'ai fait des études en sport et géo. Et voilà, quand j'ai terminé mes études, j'ai terminé en même temps mon brevet de guide. J'ai plutôt travaillé comme guide au début, et puis ensuite j'ai enseigné dans une école professionnelle. Je me suis mariée, j'ai 2 enfants qui ont maintenant 5 et 9 ans. Et puis j'ai toujours plus ou moins jonglé entre, ben voilà, au niveau professionnel en tout cas, ces 2 aspects, l'enseignement et puis le métier de guide. Et puis un petit peu avant qu'on m'ait diagnostiqué le cancer du sein, j'ai arrêté l'enseignement parce que j'avais vraiment envie de prendre du temps pour me consacrer au métier de guide. Enfin, pour moi, c'était plus qu'un métier, c'est une passion, c'est ma vie, d'être dehors en montagne et aussi d'accompagner des gens sur des sommets, de leur permettre aussi de vivre des découvertes qui vont au-delà de la montagne. Mais finalement, ben, quand on est en extérieur, quand on se bouge, quand on a un objectif, et ben, on découvre des choses sur soi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la montagne, l'escalade, le ski de randonnée. Enfin, c'est vraiment d'avoir ce tremplin-là
pour découvrir ses ressources. Donc ça, c'était ma première vie, mais je pense que au niveau concret, au niveau professionnel, ma vie, elle est toujours plus ou moins similaire. Mais par contre, bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu des gros changements parce que j'ai déménagé, parce que je me sépare. Et ça, c'est des piliers qui ont été déstabilisés. Mais je dirais que le changement fondamental, c'est aussi la perception que je pourrais avoir de la vie, euh, l'importance de faire durer les petits bonheurs, tu vois, le besoin de savourer ce qui est là. Enfin, je pense que au niveau des activités, au niveau des passions, il y a une continuité, c'est indéniable. Mais dans la manière d'appréhender tout ça, dans la manière d'appréhender les relations, dans la manière d'appréhender aussi ma manière d'être au monde, là, il y a eu clairement une cassure. Et puis bah là, moi, je te connaissais pas trop dans ta vie d'avant, mais en tout cas, de ce que j'entendais, tu étais vraiment hyper active et je pense que tu es sur plein de trucs et il se passe plein de choses. Mais il y a eu un jour où tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ton corps et qu'il fallait peut-être que tu ailles contrôler? Alors, bon, c'était fin 2020. J'étais vraiment en forme. J'étais vraiment fit. Je m'étais bien entraînée en escalade. J'étais taillée. Ouais, non, vraiment, j'étais en Yes. forme comme jamais. Et un soir, sous la douche, ben voilà, je prends ma douche et je sens une petite boule. Mais c'était pas vraiment sur le sein. Enfin, et d'ailleurs, ben, j'étais tellement en forme que j'avais plus grand-chose de poitrine. Mais c'était plutôt sous l'aisselle et bien excentré, tu vois. Enfin, pas l'endroit où on s'imaginerait pouvoir détecter quelque chose. Et là, j'en parle à mon mari de l'époque. Il me dit, ah, mais tu devrais les faire contrôler. Et alors franchement, c'était tellement à des années-lumière de ma réalité. Enfin, tu vois, dans la famille, moi, je suis un peu taxée de celle qui mange bio, celle qui fait du sport, enfin, celle qui fait tout juste. J'ai allaité mes enfants, j'ai pas fait de fausses couches, je fume pas. Voilà, j'avais l'impression d'avoir quand même un mode de vie hyper sain. Et puis, j'étais jeune aussi. Enfin, j'avais 32 ans à ce moment-là. 32. Et donc, voilà, moi, alors je me faisais mais zéro souci, quoi. Et puis, un petit peu par le hasard du calendrier, j'avais un contrôle 3 semaines plus tard. Donc, j'avais un contrôle début janvier. Et puis, je vais chez ma gynéco, elle fait les contrôles. Et puis, au moment de me rhabiller, je me ravise parce qu'elle avait peut-être pas été aussi loin que ça sous l'aisselle. Et je dis, ah, mais est-ce que vous pourriez contrôler ça? Et donc, elle palpe et elle me dit, ah ouais, bon, ben voilà, c'est sûrement pas grand-chose. Mais on va poursuivre les contrôles et puis comme ça, voilà, on sera rassuré. Et puis, ben, c'est comme ça qu'en fait, la machine s'est enclenchée et que contrôle après contrôle, on s'est rendu compte que ce petit truc qui devait être pas grand-chose, ben, c'était quand même un peu plus menaçant que prévu. Et j'ai vraiment compris que ça allait devenir problématique quand je me suis retrouvée au téléphone avec la secrétaire de la gynécologue qui me dit « Ouais, alors faudrait venir pour les résultats. Est-ce que vous avez du temps cette semaine ?» Puis je dis « Non, bah là, ça va pas du tout. J'ai plein de problèmes. » Enfin, voilà. Puis de toute façon, elle m'a dit que c'était rien. Et en fait, on parlemente pendant 15 minutes au téléphone. Et puis, au bout d'un moment, elle insiste tellement que je me dis, ben voilà, il va falloir que j'annule du travail ou il va falloir que je trouve un moyen d'aller quand même à ce rendez-vous. Et c'est quand même pas très rassurant la manière qu'elle a d'insister. Et je clenche le téléphone et là, quelques secondes plus tard, elle me rappelle. Elle me dit, ah, en fait, vous pouvez venir accompagner. Ah, wow. Là, Ouais. voilà, dans ma tête, c'était clair. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y allait avoir des suites à ce petit contrôle anodin. Et en même temps, il y a toujours une part de moi qui n'a pas cru. Je me suis dit, non, mais ils se sont plantés.
Tu vois, on va m'opérer et puis en fait, ils verront après l'opération, quand ils vont analyser les tissus, que c'était pas ça. Et puis après l'opération, finalement, les médecins insistaient quand même pour faire une chimio. Je me dis, bon, bah, je vais faire une chimio pour leur faire plaisir, mais ça servait à rien. Puis après, il fallait encore faire les rayons. Mais chaque fois, il y a toujours une partie de moi qui se disait, mais c'est pas possible. Et encore maintenant, parfois, je revois des photos de cette période et je me dis, mais c'est pas moi, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un autre monde, c'est une autre personne, ça a pas pu exister, c'est tellement à des années-lumière de ce qu'était ma vie et c'est tellement à des années-lumière de ce qui est ma vie maintenant qu'il y a toujours une partie de moi qui y croit pas. Enfin, je vis un petit peu dans une sorte de paradoxe, tu vois. Entre parfois, je me fais rattraper par cette réalité et je me dis, waouh, c'était vraiment dur. Et parfois, je me dis que ça a jamais existé. Mais c'est marrant parce que j'allais dire, à quel moment t'as vraiment intégré que t'étais malade? Mais j'ai l'impression que du coup, c'est un peu, t'as compris, mais t'as pas forcément intégré encore aujourd'hui, quand même. Non, 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 non. Et en fait, paradoxalement, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je prends la mesure de ce qui m'est arrivé. Tu vois? Parce que quand j'ai été dans les traitements, quand j'étais dans tout ce parcours hospitalier, bah, peut-être que il y avait une forme de distance par rapport à ça pour me protéger, tu vois, une forme de déni, parce que c'est un truc tellement énorme qui t'arrive dessus que moi, la seule solution que j'avais pour faire face à ça, c'était aussi d'avoir une part de déni, en fait. Et parfois, je me dis que les gens autour de moi pourront jamais vraiment prendre la mesure de ce que j'ai traversé. Et c'est pas, je le dis pas de manière arrogante, mais je le dis simplement parce que même moi, je prends pas la mesure de ce qui m'est arrivé. Et du coup, maintenant, ma vie, elle s'éloigne de plus en plus de cette période-là. Enfin, j'ai de plus en plus d'énergie, je me retrouve physiquement, je me retrouve dans mon quotidien, tu vois, enfin dans mes activités. J'ai l'impression vraiment de retrouver un petit peu la personne que j'étais avant. Et le fait qu'il y ait cette distance entre la période des traitements et la personne que je suis maintenant, cette distance-là, elle me permet vraiment de réaliser un peu tout ce parcours, tu vois. J'ai l'impression que je le réalise de plus en plus. Et aussi, ben, le fait que les traitements s'éloignent de plus en plus, il y a une forme d'angoisse de la récidive qui commence à grandir, tu vois. Ben, ouais, c'est un peu proportionnel au temps qui passe. Je me dis que les statistiques, elles grandissent, enfin, les risques augmentent aussi avec le temps. Donc, j'ai l'impression que ouais, plus le temps passe, en fait, plus je réalise. Ouais. Avant, j'avais pas l'espace pour réaliser parce que j'étais dans la survie et que pour survivre, j'étais un peu dans le déni. Et là, les choses, elles s'ancrent, en fait, de plus en plus. Ouais. Évidemment, on prend des petites notes en C'est même temps. clair, moi je note plein de choses que tu dis. Je trouve que tu as une très belle manière d'expliquer, d'imager. Donc je note plein de petites choses que, que tu dis, mais je trouve hyper intéressant cette idée de, enfin ce que tu viens de dire en fait, que quand tu es tellement dedans, tu dois te protéger. Peut-être que tu dois aussi protéger les gens autour de toi et que du coup tu mets des barrières entre ce qui t'arrive. Enfin, c'est voilà, peut-être que tu te permets pas non plus complètement d'intégrer, de ouais, d'accepter peut-être aussi complètement ce qui t'arrive. Et puis l'idée que maintenant, ben, plus le temps passe, plus tu as de distance et que du coup tu observes ce qui t'est arrivé, puis que tu peux reconnaître maintenant ce qui t'est arrivé. Je trouve que c'est hyper touchant. Ouais, il y a un double mouvement. Il y a, je pense, une partie de moi qui s'autorisait pas à être malade parce que j'avais pas envie d'être un poids, parce que je voulais pas rendre mon entourage triste, parce que je savais aussi que ce qui constituait, entre autres, la base de ma relation avec certains amis, avec mon mari, mes proches, ben, c'était aussi toutes ces activités qu'on faisait ensemble. Et puis, ben, finalement, en étant malade, on est un peu plus personne dans le monde de la montagne, tu vois. Euh, donc, j'avais envie de protéger cette identité-là, peut-être d'une certaine manière. Et si peut-être on peut revenir à ton métier et à ta passion pour la montagne.
On a eu la chance de lire quelques extraits de ton texte. Moi, j'ai aussi pris un petit peu du temps d'essayer de te connaître via ton compte Instagram parce que tu partages beaucoup de choses et c'était très inspirant pour préparer le podcast. Tu fais souvent ce parallèle entre ce que tu retrouves dans la nature, ce que tu retrouves par exemple en montagne et le chemin que tu as fait avec ta maladie. Est-ce que peut-être tu as envie un petit peu de nous expliquer quel est ce parallèle? Bon, c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit aussi en introduction, un des aspects que j'aime beaucoup dans la montagne, c'est cette possibilité qu'elle nous offre de se découvrir soi-même. Et je pense qu'à travers les traitements, à travers la maladie, ben, on vit aussi un dépouillement total qui fait qu'on va à l'essence de qui on est. Et dans ce sens-là, je remarque, enfin c'est là que je vois ce parallèle. En montagne, ben, c'est vrai qu'on on parle léger pour être efficace, pour avancer, on prend le nécessaire, mais pas trop, on s'entoure des bonnes personnes. Ou alors on accompagne les gens. Enfin, il y a aussi toute une notion de soin, de prendre soin, je trouve, qui est importante en montagne. Tu vois, prendre soin les uns des autres, être là pour son partenaire de cordée, avoir un objectif commun. Et puis, à travers ça, ben, se découvrir, découvrir ses forces, découvrir ses faiblesses. Et la maladie, ben, ça permet ça aussi. Alors, c'est vrai que l'objectif, il est fixé par le contexte. On veut guérir, aller bien, essayer d'avoir le moins d'effets adverses possible. Donc il y a cet objectif-là. Et puis, moi, j'ai remarqué que pour moi, c'était très important aussi d'avoir l'impression de faire partie d'une équipe. Tu vois, que mes médecins, ce ne soient pas juste des gens qui viennent et qui partent et puis qui me considèrent un peu comme un objet entre leurs mains. Eux détiendraient le savoir et moi, je me laisse un peu faire. J'avais besoin d'avoir l'impression de pouvoir être partie prenante de ce processus de soins. Et aussi, ben, j'aimais et j'aime toujours parce que là, je prends du temps pour encore maintenant décortiquer tout ce qui s'est passé pendant la maladie, mais j'aimais poser le regard sur ce que je vivais et puis essayer de me découvrir encore plus à travers ce parcours. Et je garde quand même toujours l'espoir que, tu vois, c'est pas quelque chose de vain. Alors forcément, ben, la maladie, c'est connoté négativement. Hein. On le souhaite à personne. Et moi, enfin, un cancer du sein, des chimiothérapies, des opérations, je le souhaite vraiment à personne. Mais je garde quand même toujours l'espoir que, tu sais, c'est pas là pour rien, que ça nous apprend quelque chose, qu'on peut en tirer du beau, du bon, et puis que même quand c'est dur, même quand on est dans la noirceur, dans la tristesse, il faut toujours garder l'espoir que le soleil y reviendra et qu'il y aura des belles journées. Ouais, il y aura des belles journées qui vont suivre, quoi. Donc, Et est-ce qu'au-delà de l'image entre maladie et montagne, est-ce que la montagne, elle a pu être une ressource, une réelle ressource pour toi pendant la maladie comme elle l'était avant et avec tout le plaisir que tu as à y aller? Ou est-ce que c'est une part que tu as dû mettre sur pause complètement à cause de la maladie et que tu as repris après? je dirais que j'ai eu une grande chance parce que juste avant qu'on me détecte ce cancer du sein, j'ai été approchée par un présentateur qui s'appelle Simon Matédoré pour me demander de faire des chroniques pour son émission Montagne de la RTS qui s'appelait Altitude. Et bien. en fait, c'était drôle parce que la première chronique que j'ai faite, c'était la veille de mon contrôle chez ma gynécologue. Et la dernière chronique que j'ai faite, parce que malheureusement l'émission s'est arrêtée fin 2021, ça a été la semaine de ma dernière radiothérapie. Et en fait, Waouh. alors c'était super sympa parce que ça m'a permis de garder un pied dans la montagne sans y aller. Tu vois, moi, j'avais un espace de 10 minutes
1 à 2 fois par mois pour parler d'un sujet de mon choix. Et du coup, ça me donnait l'occasion d'interviewer des gens, de parler de sujets d'autres avec des personnalités de la montagne. Et puis j'ai beaucoup aimé pouvoir garder ce lien-là à la montagne sans y être. Donc ça, c'était vraiment un cadeau pour moi. Et sinon, voilà, j'ai fait quelques petites escapades, mais c'est vrai que mon niveau, ma forme physique, elle me permettait pas grand-chose. Alors j'ai quand même une pépite à vous partager parce que j'ai 2 super tatas qui, elles, souhaitaient toujours faire de la montagne plus jeune. Faut savoir que mes tatas, donc les sœurs de mon père, viennent d'une très grande famille. Mon père, ils étaient 12 enfants, majoritairement des hommes et 4 femmes. Et puis, ces femmes, elles souhaitaient toujours faire de la montagne, mais elles n'étaient jamais vraiment les bienvenues. Voilà, c'était toujours compliqué de se faire emmener par leurs frères. Et donc, il y avait cette frustration qui était là. Mais elles ont décidé de ne pas se laisser abattre, de ne pas d'en rester là. Et elles se sont mises à faire de la montagne. Et notamment, ces dernières années, encore plus, alors que l'une d'entre elles a passé les 70 ans. Une autre est à 65 ans cette année. Mais voilà, tu vois, elles viennent à mes cours d'escalade, c'est très sympa. Et en fait, on s'est dit avec mes tatas, et ça c'était pendant mes chimios, on s'est dit, on va aller faire un 4000. Alors, c'est vraiment le 4000 d'initiation qui est au-dessus de Zermatt, quelque chose qui est très facile techniquement et pas très long. Mais on s'est fixé cet objectif en milieu d'été, au milieu de mes chimiothérapies. Et moi, je devais les emmener. Donc, je réintégrais mon rôle de guide. Je devais les emmener au sommet de ce Breithorn de Zermatt. Et donc, voilà, j'avais mon injection de chimio qui était planifiée la veille. Donc, je vais à l'hôpital de Martigny. Ça me prend une demi-journée. Les chimios, c'est vraiment long. Parce que on commence par des prises de sang pour s'assurer que tous les paramètres sont OK, que la personne va supporter les chimios. Ensuite, on a de la prémédication pour mieux supporter aussi les traitements, et puis ensuite les traitements, donc ça prend une demi-journée. Et puis, à la suite de ça, j'ai pris le train. Je suis montée à Zermatt, donc je suis sortie de l'hôpital avec mon petit sac à dos. Je suis montée à Zermatt, j'ai rejoint mes tatas, et puis on a dormi à l'hôtel. Et on a pris le petit-déj le lendemain. Alors, moi, j'étais un peu fébrile. Je suis montée à l'hôtel en me disant, on verra ce que ça va donner. Aucune promesse. On verra le lendemain matin ce qu'on fait. On fera les installations, puis on verra au sommet des installations comment est-ce qu'on se sent. Et puis finalement, tout a roulé. Enfin, c'était exceptionnel. Et c'était très drôle parce que ce Breithorn, c'est vraiment le sommet... facile, tu vois, de Zermatt. Même, ouais, c'est vraiment facile pour qui, Nicole? Ouais, j'allais dire oui, moi je l'ai pas fait dimanche dernier, quoi. Là, j'étais là-haut comme si j'avais accompli le plus grand des exploits. J'étais super fière. Et voilà, pour mes collègues guides qui font ça 500 fois par saison, enfin non, j'exagère, mais pour mes collègues guides qui font ça à l'appel, ou enfin, il n'y a pas de défi. Mais est-ce qu'il sortait d'une chimio moi, limite encore la perfusion accrochée? Ouais. Bon, il faut savoir que juste après la chimiothérapie, on est quand même dopé à la cortisone. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on se sent le plus mal. Et les difficultés, elles viennent vraiment 2 jours après. Mais, donc, j'ai pu profiter de l'effet rebond de la cortisone pour quand même avoir une belle journée en montagne avec mes tatas. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire. Et ouais, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça avec elle. Je suis reconnaissante qu'elle m'ait fait confiance. Et puis, ça restera un souvenir magique. Non, mais t'es incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est drôle. Bon, là, si on t'écoute, on a l'impression que du coup, t'as volé au-dessus de ta chimio comme ça, et que t'as fait des 4000 et que t'étais hyper bien. Il y a quand même eu des moments où même tenir debout, c'était compliqué. Non, alors la chimio, c'est vraiment pas ça. Ouais. Là, c'était un moment exceptionnel. Et comme je vous le disais, le lendemain des chimios, en général, ça va. Parce qu'on a la cortisone, on a toute la prémédication qui nous est administrée, qui fait effet.
Mais le surlendemain et peut-être jusqu'à 3-4 jours après ça, il y a vraiment un contre-coup qui est dur. Et les effets s'accumulent au fur et à mesure de la chimio. Mais moi, je me souviens d'avoir passé des journées où j'avais vraiment l'impression de regarder passer la vie. Et ça, je pense que c'était une des choses les plus difficiles que j'ai pu expérimenter. Tu sais, quand tu es au lit et que tu te dis, allez, bouge, 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 et qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Et par moments, j'avais tellement soif, ou moi, j'avais besoin d'aller aux toilettes, ou je sentais que j'allais avoir des nausées. Je me disais, allez, mais Nicole, c'est pas compliqué. Là, t'es couché, mais tu vas te mettre sur le côté. Et puis ensuite, tu sors tes jambes du lit, tu pousses sur tes mains, puis tu seras assise. Et puis ensuite, tu te penches un petit peu en avant, tu te pousses contre le bord du lit, et puis tu seras debout. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, tu peux avoir... Mais je sais pas pendant combien de temps j'avais cette pensée qui tournait dans la tête, et il n'y a rien qui se passait. Et finalement, voilà, tu te retournes et t'as ta nausée, et tu n'as même plus ce réflexe de courir aux toilettes, quoi, parce que tu es vraiment à terre, à terre, à terre. Et moi, des moments comme ça, c'était même pas des moments où tu dis, bon, bah, t'es tranquille au lit. Non, tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé, t'écoutes pas de podcast. T'es juste dans une forme d'absence à toi-même qui est terrorisante. Et je me souviens aussi, voilà, on avait un petit réveil sur la table de la cuisine, une petite horloge. Et en fait, ça m'arrivait le matin de me lever. Alors, j'essayais de me traîner jusqu'à la table de la cuisine. Et puis ensuite, je m'asseyais sur la chaise. Et vraiment, tu sais, t'es affalée sur ta chaise, un bras contre le bord de la table, tout ton corps qui est recourbé. Donc, je regardais ce petit réveil, 8h30. Je baissais la tête. Et puis après, je relevais la tête et je voyais 10h30 et je ne savais pas ce qui s'était passé. Et en fait, c'est ça, quoi. Tu regardes passer la vie. T'as la vie qui passe autour de toi et toi, tu es dépossédé de ton essence, en fait. Et ça, c'était une des choses qui était dure, ouais. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de dire non mais c'est trop, ou est-ce que tu as toujours quand même réussi à te raccrocher à quelque chose en te disant non mais ça va passer, ça va aller, ça... Parce que j'imagine que franchement quand tu as ça à répétition pendant des semaines et que tu dois te relancer dans des cycles et tout, est-ce que tu arrives à te raccrocher à quelque chose, ou il y a vraiment des fois où tu te dis franchement c'est beaucoup trop, Non, j'ai l'impression que pendant les traitements, ma vie, elle était conditionnée par des échéances et il y avait toujours l'espoir qu'à la prochaine échéance, tu sais, ça aille mieux. Ou alors, tu vois, je savais qu'à telle date, les chimios allaient toucher à leur fin. Donc, j'avais ce cadre comme ça qui me contenait. Et aussi, il faut dire que j'avais un soutien exceptionnel. Enfin, il n'y a pas une fois où... quand j'allais à la boîte aux lettres, je recevais pas une carte ou un livre ou même un message, des fleurs. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui me portait. Enfin, comme je vous disais, là, ce que tu disais au début, tu vois, les gens, de ne pas être seul. Moi, ça m'a vraiment énormément porté. Par contre, là où ça a commencé à être dur, c'est que très naïvement, à la fin des traitements, je me suis dit, ah ben voilà, c'est fini, je tourne la page. Et j'ai l'impression que c'est là que ça a vraiment commencé, parce que je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir retrouver ma vie d'avant, comme je l'espérais, tu vois. Moi, je me suis dit, ah bon, c'est fini, maintenant je reprends ma vie, et puis on oublie ce chapitre-là. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que ça allait toujours faire partie de moi. Et c'est là que ça a commencé à être dur, parce que j'avais plus ces échéances, tu vois. J'avais plus ce cadre, j'avais plus ce statut qui fait que t'es prise en charge, t'as du monde autour de toi. Et là, là, il y a quand même des fois où, du coup, j'étais couchée sur mon canapé sans les produits, mais que je ressentais les mêmes symptômes que durant la chimiothérapie. Je me disais, allez, bouge, 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 et puis il n'y a rien qui se passe. Et en fait, là, c'est pas que tu penses à ta mort, mais parfois tu dis, ouais, ce serait tellement plus simple que la vie, elle te quitte, quoi. Là, tu te dis, là, c'est trop dur.
Et donc là, tu parles d'un moment où, après les traitements, en fait, ce que tu dis, c'est que tu subis encore les effets, ou est-ce que c'est que c'est difficile de reprendre sa vie et de remettre des choses en route parce que tu es comme atterré par tout ce que tu as vécu? Ouais, mentalement, c'est dur. Mm. Mentalement, pour moi, c'était difficile parce que j'espérais que ce soit derrière. Et en fait, je me rendais compte que ça allait être quelque chose qui allait toujours faire partie de ma réalité, que ça avait quand même façonné ma vie, que ce serait plus comme avant, tu vois, que je pourrais pas tourner la page comme je l'espérais. Mhm. J'avais envie de Mhm. tourner la page, de reprendre ma vie. Et puis, en fait, ce sera toujours là, tu vois. Des fois, j'en parle avec d'autres personnes qui ont aussi traversé ça, puis on se dit, mais est-ce que vraiment un jour tu peux t'en remettre complètement? Mhm. Mm. Parce que pour nous contextualiser, ça a duré combien de temps en fait, tous ces traitements? Tu as commencé donc en 2021. Ouais, alors en fait, pour vous parler un peu de mon parcours médical, donc il y a eu ce diagnostic qui a été posé mi-février, et assez vite j'ai été opérée, donc j'ai eu ma première opération le 2 mars. Donc là, on m'a fait une mastectomie du sein droit. Euh, et puis ensuite, j'ai eu des complications. Alors moi, j'étais très naïve aussi pour l'opération. Je me suis dit, bon, bah, c'est un petit truc, ça va vite passer. Et en fait, non, alors il n'y a pas de petite opération, hein. Et encore moins une mastectomie. Ma peau, elle n'a pas supporté. Donc, ma peau, elle n'a pas supporté. La peau n'est pas revenue comme avant. Et donc, il a fallu enlever une partie de peau nécrosée, notamment le mamelon. Et ça a été très dur parce que je ne m'attendais pas à avoir un changement physique aussi marquant. Et en fait, Mm. voilà, maintenant, j'ai une cicatrice. Alors, des fois, je rigole, je dis que je suis point barre. Donc là, j'ai eu cette reprise. Et puis, il faut s'imaginer que c'est chaque fois des opérations en urgence, hein. Moi, je me disais, non, non, ben, la peau, elle va revenir comme il faut. Puis finalement, le médecin, il me dit, non, là, ça va vraiment pas. Faut que vous vous fassiez opérer demain, quoi. Enfin, venez à l'hôpital. Et puis, Mhm. Ça s'enchaîne vite. ouais. Et puis, en fait, l'intersection entre l'ancienne et la nouvelle cicatrice a pas tenu. Et donc, j'avais un trou. Wow. La prothèse était à l'air. Et donc, j'ai eu une troisième opération du sein. Voilà, tout ça en 2 mois. Et chaque fois un peu en catastrophe. Là, pour la troisième opération, je me souviens, on avait nos affaires de camping qui étaient prêtes. On voulait partir avec les enfants. C'était ça, c'était les vacances, trop bien. Et en fait, non, ben, on dépose maman à l'hôpital et puis le voyage, il s'arrête là. Donc, c'était dur. Et puis, ensuite, j'ai commencé les traitements de chimiothérapie au mois de mai. Et j'ai eu d'abord 4 cycles de chimiothérapie répartis sur 1 mois et demi. Donc, chaque 2 semaines, j'avais une injection. Et donc là, c'était chaque fois une demi-journée à l'hôpital. Et puis après, j'ai eu une petite pause et j'ai repris un autre traitement de chimiothérapie, là avec un produit que je trouvais plus agressif. Et là, c'était une fois par semaine jusqu'à fin septembre. Et autant le premier produit, alors il m'avait fait perdre les cheveux et ça, c'était... Ouais, ben, c'était une étape. Et on a toujours l'espoir de faire partie de ces personnes qui vont conserver leurs cheveux. Et en fait, ben non. Un jour, ils ont commencé à tomber. Il a fallu les couper d'abord un peu plus court. Et puis après, ben, je me rendais compte que ça allait pas durer longtemps. Donc, il a fallu les raser. Euh, et voilà. Mais le deuxième produit, lui, il attaquait encore plus le visage et j'ai perdu les cils et les sourcils. Et ça, c'était dur. Parce qu'autant sans les cheveux, ben, on a quand même ce vis-à-vis qui est, voilà, qui est encore assez euh, normal. Enfin, ça paraît plus ou moins naturel. Mais sans les cils et les sourcils, alors là, on a vraiment, tu sais, une tête de malade. Et le visage, c'est le lieu de la rencontre, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'était difficile. Et donc là, j'ai terminé les traitements en septembre, fin septembre. Et après, j'ai eu 1 mois de pause. Et en novembre, j'ai encore eu 1 mois et demi de radiothérapie. Donc, en fait, toute l'année 2021, je l'ai plutôt passé dans les couloirs des hôpitaux que Mhm. sur les sommets ou en montagne, ouais.
C'était Mm. ça le parcours. Et en tout, après j'ai eu encore d'autres opérations. En tout, j'ai eu 7 opérations euh, et voilà 6 mois de chimiothérapie Mm. et 1 mois et demi de rayon. Ouais, du coup, ça te fait un quotidien qui est rythmé. Enfin, je pense que pendant 1 an, tu te poses pas de questions, quoi, et t'es guidé par tous ces rendez-vous. Et je pense que le moment où t'arrêtes, ça doit être assez vertigineux, ouais. Mhm. Alors autant j'avais l'impression d'être submergée par tous ces rendez-vous parce que c'est vrai qu'il y a les rendez-vous chez les spécialistes, mais après il y a aussi tous les rendez-vous que je prenais en extra, tu vois, pour essayer de garder le cap, chez la psycho, chez la psychologue, ou alors chez les physiothérapeutes pour m'assurer de la mobilité, euh, pour ouais, bouger, essayer d'aller bien drainer tous les produits. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas une journée où j'avais pas 1 ou 2 rendez-vous. C'était. Ouais. Ouais, la maladie, c'est pas les vacances, hein. Si on en doutait encore, voilà. Et là, tu parles de justement de ces changements physiques qui interviennent, la perte des cheveux, puis la perte des sourcils, des cils. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour toi a été important avant l'apparence? On a un peu quand même le cliché que les personnes qui font beaucoup de montagne s'en fichent un peu. Enfin, c'est des personnes plutôt axées sur qu'est-ce que le corps est capable de faire et moins peut-être sur de quoi a l'air le corps. Mais est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui était important? Et qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi, ce changement physique? Alors, ouais, je dirais que j'étais pas quelqu'un de très féminin. Parce que, ben oui, je viens de ce milieu-là et c'est vrai que ben, on m'apprenait qu'il fallait pas forcément trop prendre soin de soi, tu vois. Mm. Que c'était quelque chose de superficiel et puis que l'essentiel c'est ce que tu peux faire avec ton corps et c'est pas ce à quoi il ressemble. Et en même temps, paradoxalement, j'ai l'impression que tout ce parcours, il a permis de mettre en avant la féminité en tant que telle, que ce soit dans mes relations, parce que c'est vrai qu'en montagne, j'allais beaucoup avec des hommes, et puis c'est marrant parce que je négligeais mes amitiés féminines. Enfin, on m'avait appris que pour aller faire des trucs cool en montagne, il fallait avec des gars. Enfin, tu vois, ce côté très patriarcal, et en même temps, c'était quelque chose contre lequel je me battais, tu vois. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une féministe, mais c'est fou comme, en fait, des fois, on est un petit peu trompé. Ouais, on a un peu des illusions sur qui on est ou sur nos valeurs. Mais aussi, toutes ces choses qui m'ont été arrachées, parce que moi, je les ai vécues vraiment comme des arrachements. Tu vois, les cheveux, les seins, il y a eu une forme de perte. Toutes ces choses qui m'ont été arrachées, mais en fait, elles ont ouvert la porte à une appropriation de ça. En fait, vu que c'était plus là, vu que ces attributs féminins, ils étaient plus là comme tels, ou en tout cas c'était différent, le rapport à ça était différent, bah, ça a ouvert la porte à laisser à ça plus d'espace en fait, à conscientiser le féminin, à conscientiser ma féminité, et je me sens beaucoup plus proche de ça maintenant, et grâce à ce parcours-là, je me sens beaucoup plus proche du féminin ou de ces valeurs-là, des valeurs féminines, même en montagne, tu vois, Mm. euh, qu'auparavant. Ouais. Vraiment, le fait que ça m'ait été enlevé, ça leur a donné plus de place. Et ça m'a Mm. permis de leur donner plus de place, ça m'a donné envie de leur donner plus de place. Ça m'a permis aussi de leur donner plus de valeur. Donc j'ai vraiment un rapport différent à ce que c'est que le féminin, grâce à la maladie, grâce au traitement. Et aussi un peu grâce à la séparation, tu vois. Enfin, c'est un peu malheureux à dire, mais voilà, à la suite des traitements et à la suite de tout ce parcours, on s'est séparés un peu plus tard, mais voilà, on s'est séparés avec mon mari. Et je sens que maintenant, pour moi, c'est vraiment une période du féminin. Ouais, de cultiver les amitiés féminines, de cultiver les valeurs féminines. C'est ce dont j'ai besoin et c'est la place que ça prend maintenant dans ma vie. Mais tu vois aussi, il y avait quelque chose quand même qui m'étonnait ou qui me révoltait un petit peu au tout début du parcours de soins. Donc j'ai commencé par de la chirurgie
pour enlever le cancer. Et là, je pouvais choisir ma taille de sein, tu vois, on me proposait plein de styles de prothèses différentes, des techniques différentes et tout ça. Et en fait, je me disais, waouh, mais le corps de la femme, comme on nous le présente dans le milieu médical, il est fait pour être beau, il n'est pas fait pour être fonctionnel. Et j'avais quand Mhm. même une petite rage par rapport à ça, enfin quelque chose qui m'étonne toujours, tu vois. Je dis, mais nous, les filles, on doit juste être jolies, ou bien on peut pas avoir envie d'utiliser nos bras, nos muscles. Moi, ma question, c'était vraiment de savoir si après les opérations, je pourrais toujours regrimper. Et en fait, Mhm. certaines techniques qu'on me proposait, ben, elles allaient clairement à l'encontre de mon objectif. Mais une fille, ça doit être joli. Ouais. Alors, en même temps, il y avait un petit côté de moi qui était choqué par ça. En même temps, j'ai découvert aussi que mon corps, il pouvait être beau, que j'aimais cultiver ça, que pour moi, l'esthétisme, c'était important. Donc, ouais, c'est deux aspects un peu paradoxaux, mais ouais, c'est ce chemin-là. Mm. Et d'ailleurs, tu en as fait un peu des rituels. Enfin, je trouve que, je sais pas si je peux appeler ça des rituels, mais je sais que j'avais été invitée, mais j'ai pas pu venir. Mais en tout cas, ma sœur et d'autres amis ont pu venir. Tu avais proposé aux femmes de ton entourage d'aller se baigner dans les îles seins nus pour célébrer ses corps ou enfin est-ce que tu peux aussi nous raconter cette anecdote-là et aussi enfin pourquoi je dis des rituels parce que je vois aussi ce que tu as fait dans le désert avec tes cheveux comme un rituel. Peut-être que rituel c'est pas le mot bien utilisé mais voilà j'ai l'impression que après ça tu as vraiment un peu créé des événements comme ça par rapport à ces parties de ton corps que tu as voulu peut-être célébrer ou lâcher ou mettre en valeur. Je ne sais pas quelles étaient les démarches derrière en tout cas ces deux événements-là mais Ouais, alors là, tu parles de deux choses. C'est vrai que à la suite des traitements de chimiothérapie. Donc, comme je t'ai dit, j'ai perdu mes cheveux. Avant qu'ils tombent complètement, j'avais été chez la coiffeuse. Et avant, j'avais des cheveux super longs. J'avais fait des mèches blondes, tu sais, balayage plage. C'était trop On bien. adore les mèches, nous aussi. J'adorais mes mèches blondes. Et en fait, elle m'a coupé la natte et j'ai gardé ces mèches. En fait, je les ai Mhm. gardées pendant toute la durée des traitements. Et je savais pas trop quoi en faire. Est-ce que je vais les enterrer dans le jardin? Est-ce que, enfin voilà, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et pour moi, c'était important de poser ces rituels-là parce que j'ai l'impression que ça ancre beaucoup de choses et que c'est aussi un petit peu ma manière d'être au monde. Tu sais, j'expérimente plus par le corps que par le mental, j'ai l'impression. Tu vois, le monde où ouais, je sais que mon corps, il me parle. Ben, tu vois, une fois, j'étais sous la douche et c'était après les opérations. Et c'est fou parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir un dialogue avec mon corps ou je n'étais pas trop sensibilisée à ça. Mais c'est comme si mon sein, il me parlait. Il me disait, ouais, mais ça allait beaucoup trop vite pour moi. Tu m'as pas préparé à ça. Mon corps, il était en colère. Mon sein qui me disait qu'il était triste de m'avoir quitté. Enfin, tu vois, ça sortait un peu de nulle part. C'était, je sais pas, est-ce que ça a été une invention de mon esprit ou bien est-ce que vraiment ces parties de moi, elles m'ont parlé. Mais je me souviens clairement de l'endroit, du moment et d'avoir eu ces sortes de messages comme ça qui me sont arrivés. Donc, ouais, je ressens que c'est important d'avoir ces formes de rituels-là. Et pour les mèches, je suis partie à la fin des traitements en Égypte. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion rêvée de célébrer ces mèches et de les déposer quelque part. Et j'avais comme projet d'aller au sommet du mont Sinaï. Et donc, je suis arrivée en Égypte, j'ai fait mon trek, je suis arrivée au sommet du mont Sinaï. Et puis, là, c'était le matin, le soleil se levait, tu vois. Le soleil, il finit toujours par se lever, même dans les nuits les plus sombres. Et là, j'ai pris ma mèche et en fait, je l'ai séparée en plein de petits morceaux et je m'imaginais que chaque morceau que je laissais au vent, c'était comme une tristesse de tout ce parcours que je laissais aussi. Et pour moi, c'était important de faire ça. Je sais pas si ça a vraiment eu un impact, tu sais, décisif, mais pour moi, c'était important de pouvoir faire ce petit rituel, de le laisser quelque part. Ouais, c'est ce petit bout de moi. Et je trouvais beau aussi de le laisser dans ce lieu, quelque part en montagne. Et oui, alors après, toi, tu parlais aussi
notre petite sortie topless. Là, en fait, j'ai dû me faire opérer. La dernière opération que j'ai eue, c'était une mastectomie du sein gauche parce que je suis porteuse d'une mutation génétique qui augmente le risque de récidive chez les porteuses BRCA2. Et donc, ma gynécologue me conseillait de me faire enlever le sein pour éviter un risque d'un deuxième cancer du sein. Et j'avais le souvenir que la veille de mon opération, de la toute première opération du sein droit, j'avais été faire une baignade topless pour dire au revoir à mes seins au Gouy et à Martigny. J'avais aussi fait des photos de nu, ça c'était super. C'était une expérience hors norme pour dire au revoir à ce corps d'avant. Enfin ouais, c'est tous des petits rituels comme ça qui étaient importants pour moi. Et là, j'avais envie de convier des gens à cet événement parce que je savais que ce qui m'avait porté pendant les traitements, c'était les gens. J'avais envie de partager ça avec des personnes qui étaient inspirantes pour moi, qui ont été voilà, des amis, des connaissances. Enfin, c'était l'occasion de marquer le coup et puis avec elles, dire au revoir à cette partie de moi, tu vois. Donc, c'est vrai que je fais ces petits rituels. J'aime bien. Ouais, je sens que le corps, il a quand même sa place, il parle. Et tu vois, là, ça fera 3 ans cette semaine que j'ai terminé ma chimiothérapie. Je sais que pour moi, c'était une date quand même clé. Et là, je suis tellement fatiguée ces jours-ci. Ouais, je suis lessivée, je me sens à terre. Parfois, je me fais prendre par des sanglots. Et ça m'est aussi arrivé par moments d'avoir des réactions physiques super fortes à d'autres moments de l'année et de me rendre compte par après qu'en fait, c'était une date clé. Voilà, qu'il s'était passé un événement clé à ce moment-là, une année plus tôt. Ouais. Et nous, on s'y retrouve tellement dans tous ces rituels parce que je pense que toutes les trois, souvent dans des moments un peu comme ça où on parle de notre corps, où on crée des moments pour penser à notre corps, on essaye aussi de plus en plus, je crois, à conscientiser ce qui nous apporte au quotidien et pas attendre le moment où on va moins bien pour lui dire merci de quand il est présent. Et ouais, je pense, enfin, ça c'est une side note, mais ça m'a tellement fait penser à Fiona quand on a fait ce week-end entre femmes et qu'on a fait une lettre à notre corps. Et j'ai trouvé que c'était tellement un moment important de juste se poser et juste de dire à notre corps, mais en fait, merci de me porter. Tu parlais d'être debout, merci de me donner la possibilité de me déplacer. Merci de faire tout ce que tu fais au quotidien pour que moi, je puisse vivre ma vie et faire ce qui me passionne. Et juste ces moments où on peut juste se slow down et dire merci à notre corps. Et j'ai l'impression que ces rituels que tu as fait aussi en nature, parce qu'on retrouve de nouveau la nature. Tu disais que tu étais dans le désert, en Égypte, ou pour aller te baigner en nature aussi. Il y a aussi cette forme de respect envers son corps quand on est en nature, parce qu'on voit plus grand que genre juste qui on est, et juste de se dire, en fait, merci à qui je suis, merci à mon corps, et de rendre comme ça à la nature, pour moi, ça me parle beaucoup aussi. Et il y a tellement de parallèles entre nos corps et la nature. Enfin, je trouve que pour ça, être une femme, on a quand même tellement de chance parce que je trouve qu'il y a énormément de rituels et de sororité et de groupe, et c'est tellement accepté qu'on fasse ces rituels et on a, enfin pour moi c'est autant de ressources qu'on a pour processer les choses, et que je pense que parfois les hommes ont pas ou se permettent pas. Mais il y a tellement de liens entre le cycle menstruel et le cycle de la lune. Enfin, je parle même pas de choses un peu métaphysiques et tout, mais juste il y a des parallèles pas visuels, comment dire, d'images, quoi, enfin de cycles, de choses qui démarrent, qui s'arrêtent, qui se reconstruisent. Et je trouve que c'est beau d'être une femme dans ces moments-là et de s'autoriser ces parallèles, ces liens et même ces anniversaires, enfin de prendre le temps de marquer d'une certaine manière les choses qu'on vit, de s'arrêter, d'entendre de ce que nous dit le corps et de remarquer ces choses-là. Je trouve que c'est trop beau. Et peut-être pour rebondir aussi sur ce que tu dis, moi j'ai l'impression que la thématique du soin
elle prend aussi de plus en plus de place dans ma vie. Tu vois, de prendre soin de soi, des autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui devient important. Et ouais, de prendre soin de son corps. Ouais, je vois que ça a vraiment sa place, ouais. De Mhm. prendre des rendez-vous médicaux quand on sent qu'on n'est pas bien. Parce que Mais de juste ça... s'écouter. Ouais, moi je sais que Oui. j'étais quand même plutôt dans la minimisation, tu vois. Et ça, c'est peut-être Mhm. aussi un peu ce qu'on nous apprend dans ces sociétés. C'est dur. Enfin, tu vois, en montagne, tu baisses la tête et t'avances. Et puis, non, Mhm. non, ça va aller, tu vois. On est sûr, Mhm. non, non, ça va aller. Mhm. Et, moi, j'ai beaucoup minimisé. Et je vois que ces rituels, en fait, ça permet de laisser la place à ces petites choses qui n'en sont pas, en fait. À ces choses qui ont leur importance, tu vois. De prendre Mhm. soin de son stress, de prendre soin de ses amis, de prendre soin de la nature, de prendre soin de soi. Ouais, de pas minimiser, en fait. De prendre soin Mhm. du temps qui passe. Tu vois, on peut parler des rituels à la lune. Là, dernièrement, j'étais en cabane et c'était la pleine lune. En fait, c'était super beau. On a fait un feu, on était dehors, on était juste assis à regarder la lune. Et tu prends le temps. Voilà, il n'y a rien au programme et c'était juste magnifique, en fait. Mhm. T'es juste là et tu vis ce qui t'est donné de vivre. Et tu prends le temps de poser le regard sur ce qui est. Mhm. Mhm. Est-ce que tu en as voulu à un moment donné ou à ton corps pour ce qui t'était arrivé? Ou est-ce que tu as besoin de passer vers une phase de pardon envers ce qui t'est arrivé? Envers ton corps, j'entends. Hmm, non, non, j'ai pas le sentiment de lui en avoir voulu. Euh, je, je pense plutôt que ma thématique, ce serait la nostalgie, tu vois. Je pourrais avoir la nostalgie de la personne que j'étais avant. Et je sais que c'était aussi quelque chose qui était difficile pour moi pendant les traitements. C'était de voir dans le regard des autres la tristesse de me perdre. Je sais pas si tu comprends ce que je Mhm. veux dire, mais de voir dans le regard des autres ma je sais pas, déchéance, c'est un peu trop fort comme terme, mais de voir que j'étais dépossédée de moi et d'avoir ce miroir ou ce vis-à-vis, de voir dans le regard des autres la nostalgie de la personne que j'étais. Et ça, enfin au niveau physique, parce que comme je vous disais aussi avant, bah, c'était une période juste avant le traitement où j'étais hyper en forme. Et pour moi, la montagne, l'escalade, c'est quelque chose d'important. Et donc, d'être en forme physiquement, ben, ça aide aussi à pouvoir atteindre ses objectifs. Mhm. Et je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait m'être difficile, tu vois. Je dois faire Mhm. attention à pas me laisser avoir par cette nostalgie. Mais je dirais pas que j'ai une rage ou une colère ou un ressentiment envers mon corps. Ça, je suis plutôt reconnaissante parce que j'ai l'impression d'être quand même quelqu'un de solide, quoi. Quand Mhm. je vois ce que Vraiment. je peux faire maintenant, je dis ouais, mais c'est génial. En même temps, ça fait 3 ans et 3 ans, ça peut paraître un temps assez long. Euh, mais c'est vraiment maintenant que j'ai l'impression d'avoir de nouveau une condition physique qui se rapproche de ce que j'avais avant, d'avoir un niveau en escalade qui commence à être un petit peu plus proche de ce que c'était, de ce qu'il était avant. Donc je me dis waouh, c'est cool, quoi, j'ai de la chance, mon corps il réagit bien, je suis quelqu'un de solide, tu vois, j'ai plutôt Mhm. ce sentiment-là. Mais je pourrais être prise de nostalgie parce que c'est quand même pas comme avant, tu vois. Mhm. Mm. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que plus les... Enfin, donc maintenant, tu as fini les traitements, tu as quand même encore dû faire une opération de prévention, si on peut dire comme Mhm. ça. Puis tu disais que plus le temps passe, plus tu t'éloignes de cette fin des traitements, plus il y a quand même encore le risque de récidive. Euh, Mhm. co- Comment est-ce que tu appréhendes ce risque et est-ce que c'est comparable à la manière dont tu appréhendes le risque en montagne? Euh, alors oui, ben, il y a quand même un risque de récidive qui est là, comme pour tous les cancers, hein. On ne sait jamais vraiment quand ce sera fini et peut-être que ce sera jamais fini. Ça reste une maladie chronique. Et donc là, je serai surveillée à vie.
J'ai des contrôles réguliers, alors moins que juste à la suite des traitements, mais là j'ai quand même mes contrôles chez l'oncologue, chez le radiologue, chez le gynécologue. Et chaque spécialiste me contrôle chaque 6 mois. Donc voilà, ça fait quand même un petit agenda. Donc il y a toujours ce spectre qui est là. Et en fait, autant avant, j'étais très naïve par rapport à la vie, à ma santé. Enfin, tout va bien. J'ai jamais eu de gros tableau, donc je vois pas pourquoi ça commencerait. Autant maintenant, je me dis que je ne sais vraiment pas comment je réagirais si on m'annonçait que je dois recommencer des traitements. J'ai perdu cette naïveté-là. Je sais que c'est dur, en fait, les traitements. Je sais que c'est dur d'être dépossédé de soi, c'est dur de traverser tout ça. Que d'accord, ça apporte plein de belles choses, ça nous construit aussi. Voilà, il y a toujours les deux faces de la médaille, mais je sais pas si je supporterai une annonce. Mais le risque en montagne, ou le risque, est-ce que je peux comparer le risque en montagne et le risque de cette récidive? Je dirais qu'en montagne, alors c'est sûr, il y a beaucoup de choses que je contrôle pas, mais j'arrive quand même à appréhender les paramètres de manière un peu plus concrète que mon corps, tu vois, mon corps, ben, je sens si je suis fatiguée ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui font que tu peux être fatiguée, t'as les enfants qui dorment pas, ou ils sont malades, tu sais pas dire si vraiment ça annonce ta santé qui se détériore ou pas. C'est quelque chose d'un peu mystérieux, c'est une machine un peu mystérieuse. Je suis plus sensible au stress, ça je le ressens plus et j'essaye de faire plus attention à ça. J'essaye de faire attention à mon alimentation, même si j'ai l'impression que j'ai fait tellement gaffe pendant tellement longtemps que là, je lâche complètement les chevaux et ouais, je mets plus de bonbons et de chocolat que de légumes et voilà. C'est 5 gummy bears par jour, plutôt par jour. Mais donc voilà. J'essaye d'avoir une hygiène de vie correcte. Mais je pense que pour moi, ce serait vraiment plutôt l'aspect stress, l'aspect mental, l'aspect gérer l'émotionnel qui me permettrait d'aller vers une guérison. Ouais, enfin, vers quelque chose qui me rassurerait, tu vois. Je pense que j'aurais pas peur. Enfin, ce qui me fait souci, c'est pas ce que je mange, ou ce serait plutôt qu'est-ce que je mets dans ma tête et dans mon cœur. Est-ce que justement tu te fais plus plaisir maintenant que tu sais qu'en fait finalement c'est un peu une loterie, et puis oui, bien sûr, il y a des facteurs de risque quand tu manges pas bien, que tu es dans des situations de stress ou que tu prends pas soin de ta santé mentale, mais quand même c'est une loterie parce que comme tu dis, tu étais parfaitement dans les cases de la femme en bonne santé, quoi. Donc est-ce que maintenant peut-être tu te fais un peu plus plaisir, ou tu lâches un peu plus et tu manges des bonbons et tu kiffes un peu différemment aussi? Ouais. Je pense qu'avant, je m'imposais énormément de règles et puis maintenant, j'en ai un peu marre des carcans et je me fais plus plaisir. Mais je vois aussi que en montagne, là, c'est clair et net, je fais beaucoup plus de siestes en montagne. Avant, comme je vous disais, là, c'est on baisse la tête et on y va. Là, j'apprécie plus ce qui est là, tu vois. Je me dis, waouh, mais c'est unique d'être sur ce sommet. Enfin, peut-être qu'on n'y retournera plus jamais de notre vie. Donc, autant se poser un moment et puis regarder ce qui est autour de nous et puis profiter du temps qui nous est donné là-haut. Tu vois, ça, cette conscience de l'éphémère, je l'ai beaucoup plus. Ouais. Que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans les moments passés avec les gens, je me dis, ouais, mais peut-être que ce moment, on le vivra plus jamais. Tu vois, peut-être qu'on sera plus jamais là, les quatre, à discuter par écran interposé. Enfin, on vit des choses uniques et il faut savoir les saisir, les goûter, les savourer. Et ça, je pense que je l'ai clairement plus qu'avant, ouais. Cette conscience du temps qui passe et cette conscience de la valeur de ces choses-là, quoi. Et la conscience d'être debout, parce que tu nous en as beaucoup parlé dans des notes vocales qu'on s'est échangées pour préparer ce podcast, et tu as
beaucoup insisté sur le fait d'être debout. Est-ce que tu as eu une grosse prise de conscience là-dessus, de la chance qu'on a de se tenir debout? Bah, tu vois, je te parlais de ces moments après les chimios, j'étais au lit, puis je me disais, allez Nicole, mais lève-toi, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et du coup, quand j'arrivais à me lever, j'avais ce sentiment de victoire qui était tellement fort, tu vois, de juste d'être là, de regarder mes pieds et de me dire, waouh, je suis debout. Il y avait quelque chose de vraiment magique. C'était ton plus gros sommet, ça, je crois, pendant ta chimio. D'être là, me dire, ouais, c'est fou parce que, ok, ben, il y a ta tête qui fait des petits plans pour se dire, allez, c'est bon, tu vas te lever, ça va marcher, et tout d'un coup, tu es debout et tu savoures ça. Mais il m'est aussi arrivé des belles expériences à travers les échanges, à travers, je te disais, les amitiés, elles nous portent. Je me souviens que après ma dernière opération, donc la mastectomie préventive au sein gauche, ouais, c'était vraiment dur. Je suis rentrée à la maison, j'étais chez mes parents, je passais mes journées au lit. Et là, j'avais les mêmes symptômes que la chimio. Donc, j'étais là au lit à me dire, allez, bouge, bouge, bouge. Il n'y a rien qui se passait, mais juste parce que émotionnellement, j'étais vidée, en fait. Tu vois, il y a des choses comme ça qui nous prennent aux tripes. Et en fait, qui sont tout autant toxiques émotionnellement que les produits de la chimio. C'est fou, hein. Et là, j'ai changé avec une copine. Je lui dis, ah, bah écoute, j'ai le contrôle post-op au milieu de semaine. Est-ce que par hasard, tu serais OK de venir avec moi? Et elle m'envoie un message tout enjoué. Elle me dit, ah oui, avec plaisir. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée debout à côté du lit. Alors qu'avant, ça me prenait des minutes à me convaincre que ça allait pas être si compliqué de me lever. Et là, je sais pas, en un éclair, je me suis retrouvée debout à côté de mon lit et je me suis dit, ouah, tu vois les amitiés comme elles te relèvent. Et là, ouais, de sentir de nouveau cette énergie dans la verticalité, de me sentir debout grâce à mes amis, ça c'est aussi quelque chose de très fort. C'est puissant. D'être porté par les énergies des autres. Ouais. Je trouve beau d'être là, debout, incarné. Enfin, il y a quelque chose de beau dans cette posture. En fait. Parce que moi, j'ai vraiment exploré un petit peu ton Instagram avant le début du podcast et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour toi de partager sous les publications, d'écrire un vrai texte, une vraie réflexion, un vrai moment d'introspection que tu veux partager avec ceux qui veulent bien lire. Est-ce que c'était important pour toi de le faire, de partager cette expérience plus loin et ces réalisations plus loin? Ou est-ce que c'est un peu toujours quelque chose que tu as eu avec toi, de faire des partages et de prendre le temps de se poser et d'écrire? J'ai commencé à vouloir mettre un peu plus que des légendes sous mes photos. C'était juste avant les traitements, en fait, juste avant le diagnostic, que j'ai vraiment commencé à faire ça parce que ça me tenait à cœur justement d'utiliser l'escalade comme moyen de découverte de soi et aussi de partager ces petits textes. Et j'aimais bien le processus créatif autour de l'écriture parce que je trouve que pour moi, en tout cas, ça me permet vraiment de creuser une thématique et du coup de faire ce chemin pour moi, tu vois. Qu'est-ce que je découvre? En fait, j'aime bien après une journée, ça peut être après n'importe quoi. Tu vas poser le regard sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai vécu, et voilà, de le transmettre. Donc j'avais déjà commencé un peu avant les diagnostics à faire ça, et puis après j'étais diagnostiquée, j'ai eu ces opérations, je savais pas trop quoi en faire, et une amie m'a encouragée à le partager sur les réseaux. Et c'est vrai que en fait tout ce processus d'écriture, moi, il m'a énormément aidée, et il m'aide encore énormément à digérer en fait tout ce qui s'est passé. Je pense pas à comprendre ou à analyser, ce serait pas le bon terme, mais peut-être à le retraverser, ouais, enfin ça m'aide énormément et là je sens aussi que en fait j'ai envie de le partager, que ça devient quelque chose d'important pour moi. J'ai envie d'en faire quelque chose, que ça reste pas juste des textes ou une expérience stérile, mais que ça puisse aller un peu plus loin. Et ça a aussi été sous l'impulsion d'un ami client qui, lui,
alors c'est drôle parce qu'en fait, moi, je l'ai encouragé à écrire un livre et lui, il l'a fait. Et du coup, ça m'a encouragé moi à retravailler mes textes et à en faire quelque chose. Donc voilà, on s'est un peu potentialisé, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, enfin, ça l'a vraiment aidé à traverser son épreuve parce que lui, il a eu un gros accident en montagne. Il a failli y rester, il a failli plus pouvoir remarcher, enfin, il a eu beaucoup de chance dans ce qui lui est arrivé. Et finalement, quelques temps après ma remise sur pattes et quelques temps aussi après lui, sa remise sur pied, on s'est retrouvés ensemble les deux au sommet de l'Eiger. Et ça, c'était vraiment un moment très fort aussi parce que moi, c'était ma première grande course. C'était important qu'on le fasse ensemble parce que on a un beau lien d'amitié et donc c'était important pour nous deux. Et lui voulait absolument faire l'Eiger. En fait, quand il a eu cet accident, il s'entraînait pour la face nord de l'Eiger. C'était son objectif. Et puis, ben voilà, cet accident a vraiment coupé court à son projet, mais il voulait quand même faire cette montagne par une autre voie qui est un peu plus accessible. Et l'été 2022, toutes les étoiles étaient alignées, il faisait beau, enfin, les conditions étaient bonnes. Et on s'est dit, ben, il faut qu'on y aille maintenant, il faut qu'on le fasse ensemble, parce que ça va nous permettre de passer une étape. Moi, j'avais très peur de retourner en montagne, je savais pas si j'en étais capable, et en même temps, je savais que j'en étais capable. Et lui aussi, ben voilà, il avait beaucoup d'appréhension, mais il avait quand même ce rêve qu'il voulait accomplir. Et pour nous deux, ça a été vraiment un retour à la vie de faire ce sommet-là. Et voilà, ben il en a fait un livre. Il s'appelle Claude Morard. Il a fait un livre, il a fait aussi une émission. Et puis, ouais, je vois vraiment qu'à travers ces processus d'écriture, il y a des choses qui se passent. Et il a aussi eu énormément de témoignages de personnes qui lisent son livre et qui sont vraiment touchées par ce qu'ils vivent et qui se font porter aussi par ça. Donc je pense que c'est beau, c'est un beau moyen de partager. Ouais. Moi, ça m'aide personnellement, mais je serais contente de le partager aussi, tu vois. Alors nous, on a plusieurs traditions aussi dans notre podcast. La première tradition, c'est que quand on a un guest, il pose une question comme ça, qui lui vient pendant l'épisode, au guest de l'épisode suivant, sans savoir qui ça va être. Donc nous, on a une question qui t'a été posée du coup par Christina dans l'épisode précédent. Ce que j'aimerais demander, c'est si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie et pourquoi? Ouais. Si je pouvais prendre une machine à remonter le temps, je pense que ouais, j'aurais pris 3 boules de glace dans la dernière gelateria où j'ai été à la place de 2. Je trouve que c'est une super réponse. Les boules de glace, Faut prendre soin de soi, non? Ouais, faire durer les petits bonheurs de la vie comme ça. Avec 3 boules de glace, tu fais durer les petits bonheurs beaucoup plus longtemps qu'avec 2, je pense. Non, moi j'avais envie de demander de partager une lumière de ta vie. On peut dire, ça peut être une question comme ça un peu abstraite. C'est très bien. Ça peut être tout ce que tu veux. Si la personne elle souhaite partager une lumière de sa vie, ouais. Et du coup, je propose de poursuivre avec une autre tradition de fin qu'on a sur chaque épisode du podcast. C'est en gros, quand on réfléchit à la discussion qu'on vient d'avoir, de dire ce qui nous a touchés, ce qu'on garde et ce qu'on décide. Alors, moi, ce qui m'a touchée, globalement, c'est la femme puissante et inspirante que tu es, mais enfin, dans ta vie de tous les jours et de la façon dont je te connais, mais en tout cas, ce soir, ce qui m'a touchée, c'est la façon dont tu nous as parlé avec tellement de générosité et de simplicité et en même temps de maturité, de quelque chose de si intime. Enfin, je suis assez bouleversée de ce témoignage qu'on vient d'entendre, donc déjà, juste merci pour ça. Ce que je garde, c'est qu'on soit concrètement en haut du mont Sinaï ou que ce soit dans nos vies, le soleil finit toujours par se lever. C'est quelque chose que je sais, mais c'est quelque chose qui m'a fait du bien de l'entendre. Donc merci pour cette phrase-là.
Et ce que je décide, c'est de célébrer la femme, les femmes et tout ce qu'on est et toute la beauté qu'on est en venant faire un 4000 avec toi, si tu veux bien m'emmener en haut d'un 4000. Et ça serait encore plus cool que les filles, elles viennent avec nous, si elles veulent bien. Voilà. C'est parti. Je te lance une invitation, une Je vais proposition. commencer l'entraînement, c'est parti. Mais j'adorerais, enfin, je décide vraiment parce que c'est pas j'adorerais, c'est je vais adorer, je crois. Ouais, avec grande joie alors, ouais. Avec Mais du coup, on plaisir. peut faire celui qui est simple, celui dont tu as parlé là, Oui. s'il te plaît. Le Brighton, s'il te plaît, pour nous. Par contre, je vous mets quand même un petit coup de pression. Je l'ai fait avec mon fils. Il avait 6 ans à l'époque, donc Mais non, on non. pourra toujours se cacher derrière on vieillit, on a la trentaine, blablabla, donc pas de souci. La jeunesse. Avec joie, ouais, avec grande joie. Trop bien. Alors moi, ce qui m'a touchée, c'est moi, ma maman a aussi eu un cancer du sein il y a 10 ans, 11 ans cette année. Et ce qui m'a touchée, c'est de revivre certaines choses au travers de ce que tu as raconté, Nicole, notamment la dureté de ces chimios. C'est vraiment quelque chose qui m'a de nouveau frappée fort. Ce que je garde, c'est que la féminité est une énergie et qu'elle se partage. Et ce que je décide, c'est de célébrer dès ce soir les petits sommets comme les grands, les miens et ceux des gens autour de moi. Wow. Moi, ce qui m'a touchée, c'est se retrouver dans nos rituels, dans nos moments d'introspection, ces moments où on appuie un peu sur pause, on prend le temps d'inscrire, d'écrire nos émotions et de les partager et de leur donner de la valeur. Ce que je garde, le soleil finit toujours par se lever. Du coup, oui, je rejoins Fiona sur ce que je garde. Et ce que je décide, c'est écouter mon corps et ne pas le prendre pour acquis et prendre les rendez-vous que je dois prendre quand j'en ai besoin. Parce que je ne suis pas une professionnelle pour le faire et je retarde les échéances. Alors, ce qui m'a touchée, c'est votre invitation. En fait, je suis vraiment très touchée par le fait que vous m'ayez laissé une place, que vous ayez laissé une place à mon témoignage, que vous ayez accueilli tout ça avec bienveillance et cette ambiance de complicité qu'il y a entre vous. Ouais, enfin, merci. Merci beaucoup de, de m'avoir permis de parler. Ce que je garde, bah, tu vois, Fiona, tu m'avais proposé justement de témoigner l'année passée et j'ai refusé parce que c'était une période difficile et j'avais l'impression que je me sentais pas encore légitime pour en parler. Et c'est comme si je croyais que pour être légitime, il fallait avoir, tu sais, tout digérer. Enfin, que soit l'épreuve, elle est encore difficile, soit tout d'un coup, elle est derrière et elle est facile. Et en fait, je me rends compte que c'est pas l'un ou l'autre, que c'est des vagues, qu'il y a des moments où c'est dur, qu'il y a des moments où ça va. Donc, je garde cette prise de conscience, en fait. Et aussi, enfin voilà, cette prise de conscience que c'est pas soit noir ou blanc, mais qu'il y a plein de nuances et que c'est OK, en fait. Que faut pas avoir digéré complètement pour... Enfin, qu'on n'aura jamais digéré complètement, mais que c'est OK. Et aussi, je garde aussi cette envie de partager. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi maintenant. Et ce que je décide, ça reprend un petit peu ce dont on avait parlé, c'est cette thématique du soin, tu vois, de prendre soin de ce parcours, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes enfants, de prendre soin des choses qui sont là, de ma maison. Enfin, ouais. Je sens que c'est quelque chose qui m'habite ces temps, cette thématique du soin. Voilà. Oh, merci. Si les gens qui nous écoutent veulent prendre rendez-vous avec toi ou planifier leur propre 4000, tu as un site internet ou autre chose et ils peuvent aller sur nicole-guide.ch,
c'est juste? Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Et oui, je veux préciser aussi que la montagne, c'est pas forcément difficile, extrême, dangereux, qu'il y a plein de manières d'appréhender la montagne. Et justement, bah, si vous avez 70 ans, que vous êtes comme mes tatas, que vous aimeriez commencer l'escalade, Mhm. bah, ça aussi, il faut se le dire, la vie, elle est jamais finie. Donc voilà, si vous avez des rêves, donnez-vous les moyens. Et moi, je serais très heureuse de vous accompagner Magnifique. pour n'importe quel projet. Et aussi, ouais, sur ma page Instagram, je communique un petit peu plus, voilà, mes projets, mon parcours. Donc, Quel est On le nom de mettra ta page tout. Instagram qu'on puisse te retrouver? C'est c'est quoi ton nom? Nicole Berthaud. Nicole Berthaud. On mettra les liens dans la description de tout ça. Les liens seront dans la bio. Et puis, Mhm. bah, nous, on a eu la chance de lire le texte sur lequel tu es en train de travailler. Est-ce que tu as des nouvelles à donner par rapport à ça? Alors, pour l'instant, j'ai pas d'échéance concrète, mais j'espère qu'un jour, il verra le jour. Mhm. Et l'idée, oui, ce serait de publier un livre qui retrace mon parcours de soins, et un petit peu l'avant et un peu l'après aussi. Mm. Mais voilà, ça c'est clairement un de mes objectifs. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, ce projet sera concrétisé. Et puisqu'on est au mois d'octobre, c'est vraiment le mois d'octobre rose, donc de prévention sur le cancer du sein. Est-ce que tu as un petit mot, un conseil ou quelque chose à dire aux femmes qui nous écoutent, et hommes d'ailleurs aussi? Alors c'est vrai que durant Octobre Rose, il y a pas mal de prévention qui est faite, et notamment l'attention elle est mise sur l'autopalpation, et ça ben, c'est des gestes qui peuvent sauver. On sait que la plupart du temps c'est les personnes elles-mêmes qui détectent leur cancer, et moi c'est aussi comme ça que ça s'est fait. Donc vraiment, de nouveau, prenez soin de vous, n'hésitez pas, voilà, à aller consulter si nécessaire, et prenez soin de vos proches. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Ouais, c'était trop bien de t'avoir. C'était Merci super. pour tout. Merci.